Ici Victor de Crimes Anatomy. Nous vivons à une époque où nos téléphones portables dépassent tout ce qu'imaginaient nos ancêtres. Nous pouvons accéder à l'information et la partager avec le monde en un instant. Mais cela a un prix. Pour certains, ce prix, ce sont des cicatrices qui ne guérissent pas et qu'il faut endurer toute une vie. Cette affaire a choqué le monde, non seulement en raison de sa brutalité, mais aussi parce que la vidéo du crime a circulé en ligne et que les auteurs ont reçu ce que beaucoup considèrent comme une peine très clémente. Cependant, cette peine a été prononcée conformément aux lois du pays. Il y a toujours une ligne fine entre rendre justice à la victime et offrir une chance de réhabilitation et de réinsertion dans la société pour ceux qui sont condamnés. Dans ce cas, cependant, la famille des victimes a estimé que justice n'avait pas été rendue. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous donner une mise à jour. Comme toujours, j'apprécie discuter avec vous et lire vos commentaires. Allons-y. Première nation, Sakin, Canada, une société autonome située à 100 km ou 70 miles au nord-est de Winnipeg et qui compte une communauté d'environ 3000 autochtones. Le 22 avril 2017, Serena McKay, âgée de 19 ans, a assisté à une fête dans une maison. Ce serait le dernier jour où quelqu'un la verrait vivante. Le lendemain à 18h, l'absence de Serena a été signalée à la Gendarmerie royale du Canada ou Gendarmerie royale du Canada. Leur recherche a débuté aussitôt, mais une nouvelle terrifiante est vite arrivée. Un appel est arrivé d'Alma Kakepinas, une résidente de Sakin. Elle avait découvert le corps d'une femme près de chez elle. Alma a dit, je cite, « J'ai été l'une des premières sur les lieux, sa voix tremblante. Je prends des médicaments maintenant. Je ne peux pas arrêter d'y penser, c'est dur. » Elle était allongée par terre dehors et on ne pouvait pas la voir tant qu'on ne s'approchait pas depuis la route. On ne pouvait même pas la voir. Alma et une personne anonyme ont conduit les agents de la Gendarmerie royale du Canada sur les lieux. Elle décrivait une scène de chasse. Le corps d'une femme était tellement pulvérisé qu'il était à peine reconnaissable comme un être humain. Le corps gisait dans la neige, le visage méconnaissable à cause de l'enflure, des marques et du sang partout. Alma a dit qu'elle se sentait très mal, se rappelant le bruit de ce samedi soir. Je cite, « Mais on entend ça tous les soirs ici », a-t-elle dit. Je me suis dit, bon, c'est encore une autre fête à la maison. Donc, quand le bruit s'est arrêté vers 00h50, je suis allé me coucher sans plus y penser. La culpabilité pèse lourdement sur elle. Je cite, « Je me sens horrible. Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû appeler. J'aurais dû appeler. » La réaction ne s'est pas limitée à elle. La communauté a décrit le choc qu'elle a ressenti en apprenant l'incident. Je suis sous le choc. Choc. Le cœur brisé. Je n'ai pas pu dormir du tout la nuit dernière. Je me demande juste comment cela a pu arriver. Serena Chelsea McKay, affectueusement appelée Sérénité, est née le 30 septembre 1997 de Harvey McKay et Dolores Daniels. Elle était élève à l'école secondaire Anishinaabe de Sakin et était profondément ancrée dans la communauté des Premières Nations du Manitoba. Serena était une personne vive et sociable qui aimait être entourée de ses amis. Sa joie était contagieuse. Elle aimait la musique, la photographie et attendait avec impatience son avenir après le lycée. Malheureusement, sa vie a été brutalement interrompue par un acte de violence horrible. Mais ce qui s'est passé ensuite a encore compliqué la situation pour sa famille et ses proches. La nouvelle de son corps mutilé s'est vite répandue dans cette petite communauté, choquant tout le monde. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Des vidéos de son agression ont circulé sur les réseaux sociaux. Les vidéos publiées sur Facebook étaient choquantes et horribles. McKay était au sol, à peine vivante, alors qu'elle était sauvagement battue par deux filles. Elle suppliait qu'on lui fasse grâce, mais elles ignoraient ses cris. Son visage saignait, son corps était couvert d'ecchymoses. C'était une agression violente. La vidéo plus longue montrait aussi une botte lourde écrasant sa tête, ainsi que le bruit des os qui craquent. C'était inhumain et difficile à croire que quelqu'un puisse faire une telle chose, sans parler de l'enregistrer et de la partager en ligne. Des voix d'hommes et de femmes sont audibles dans la vidéo, mais il est difficile de savoir combien de personnes l'entourent. On entend McKay dire, je cite, « Je suis vraiment désolé.
bien qu'il n'y ait aucun contexte disponible dans la vidéo pour expliquer pourquoi elle s'excuse ou pourquoi elle est attaquée. On entend ensuite une voix féminine dire, je cite, « Si tu envoies quelqu'un après moi, je te tuerai. Je te tuerai moi-même, putain !» Les vidéos, choquantes pour la famille McKay et la communauté, sont restées en ligne plusieurs jours, vues par des millions d'internautes. Facebook n'a d'abord rien fait pour retirer la vidéo. On ne sait pas pourquoi. Le 24 avril 2017, 2 jours après l'incident, le proviseur du lycée de McKay, Claude Guermont, a vu la vidéo choquante et a alerté la police, ou Gendarmerie royale du Canada. Ce jour-là, une des filles de la vidéo, âgée de 16 ans, a avoué au conseiller d'orientation avoir participé à l'agression. On lui a dit de se rendre à la Gendarmerie royale du Canada et elle l'a fait par peur. Facebook a supprimé la courte vidéo après que le grand chef de Sakin, Derek Anderson, les a contactés. Mais la vidéo plus longue et plus explicite est restée en ligne jusqu'après le 26 avril lorsque Canadian Broadcasting Corporation News s'en est mêlée. La vidéo est restée accessible sur Facebook pendant presque 4 jours. Le mal était fait, Serenity n'était plus là et son agression brutale a été copiée et partagée en ligne, où elle existe encore aujourd'hui. Il est probable qu'elle ne sera jamais effacée d'Internet. Le soir de l'incident, un rassemblement d'environ 12 personnes a eu lieu. Au cours de la fête, une dispute sur l'alcool a dégénéré en altercation physique entre les filles. Certains affirment que la bagarre concernait un garçon, d'autres que McKay a accusé une suspecte d'être une mauvaise mère. La cause exacte qui a déclenché cette altercation reste inconnue. McKay aurait d'abord reçu un coup de poing au visage qui lui a cassé le nez, puis elle aurait été suivie dehors pour l'agression, tristement partagée en ligne. Mais nous y reviendrons plus tard. À la suite de ce tragique incident, 2 adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue. L'une des suspectes s'est impliquée dans l'incident à travers une série de messages instantanés et de publications sur Snapchat. Elle a partagé une photo sur Snapchat qui l'a montrée, le visage ensanglanté, souriante, avec la légende « Tranquille ». Un échange de messages obtenu par la Gendarmerie royale du Canada nous donne un aperçu de l'état d'esprit des suspects. Au début, les messages disaient « On s'est disputé, je lui ai cassé le nez ». Puis, elle est partie. Elle allait bien, debout, et marchait, mais quelques heures après, les messages ont changé radicalement. Le suspect a écrit, je cite, « Elle a été retrouvée morte. Frérot, s'il te plaît, promets-moi que quand on s'est battu, ce n'était pas si grave. Son nez saignait juste beaucoup. J'ai vraiment peur. Promets-moi que tu ne leur diras pas que je me suis battu avec elle à mort. S'il te plaît, frérot, dis qu'après qu'on ait fermé la porte, elle est partie. » Cet échange a révélé que les suspects avaient brisé le nez de la victime lors de l'altercation. Malgré la blessure, il a été rapporté que la victime avait quitté les lieux, apparemment en bonne santé et capable de marcher. Le suspect a également remarqué que le nez de la victime avait beaucoup saigné. Le 1er mai 2017, la Gendarmerie royale du Canada a officiellement déclaré la mort de McKay comme un homicide et a inculpé les 2 filles de meurtre au 2e degré. Les 2 filles étaient des camarades de classe de McKay, mais la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents du Canada interdit la divulgation publique des noms des jeunes accusés ou condamnés. Par conséquent, les médias n'étaient donc pas autorisés à identifier les auteurs. Cependant, ils ont depuis été identifiés comme Chris Hugh Jacobs, qui avait 17 ans à l'époque et un fils de 3 ans, et Leanne Cook, qui avait 16 ans. Les 2 suspects étaient les camarades de Serena. Le 26 mai 2017, le procès a commencé à la Cour provinciale du Manitoba à Winnipeg. Au cours du procès, un pathologiste a témoigné que Serena McKay a probablement succombé à l'hypothermie. Ses blessures, combinées à la quantité d'alcool dans son organisme, l'ont rendue incapable de se protéger du froid glacial. Le tribunal a appris que Serena avait subi pas moins de 67 blessures sur son corps, preuve de l'agression brutale qu'elle avait endurée. En d'autres termes, Serena McKay a été brutalement agressée et laissée à mourir dehors dans le froid par 2 de ses camarades d'école. Pendant l'agression, personne n'est intervenu pour la sauver et, pire, personne n'est venu prendre de ses nouvelles alors qu'elle agonisait dans le froid. Pourtant, ils étaient heureux de faire circuler la vidéo de son passage à tabac. Et qu'en est-il des autres personnes à la fête? Pourquoi personne n'a-t-il pris la peine de s'inquiéter pour elle? Et pourquoi n'ont-ils pas été identifiés eux aussi? Le jury a entendu au total 32 déclarations d'impact des victimes.
Ces déclarations venaient non seulement de membres de la famille et d'amis, mais aussi d'inconnus et de personnes aussi éloignées que New York ou le Texas. Ils ont exprimé à quel point ils ont été profondément touchés par la tragédie et la vidéo troublante de l'agression vue sur Facebook. Le juge a toutefois jugé les déclarations étrangères irrecevables. Les 2 adolescentes ont été accusées et ont plaidé coupables de meurtre au second degré. Elles ont été soumises à une évaluation psychologique. La défense a soutenu que la cause du décès était l'hypothermie, et non les coups. Après les plaidoyers de culpabilité, les procureurs ont réclamé des peines pour adultes pour les filles, estimant qu'une peine pour mineurs, limitée à 3 ans, serait trop clémente. Leanne Cook, qui avait 16 ans au moment du crime, a vu sa défense plaider qu'elle était, je cite, « une jeune personne paniquée qui devrait être condamnée comme mineure ». En avril 2017, le juge du Manitoba l'a condamnée à 2 ans de prison et à 1 an de surveillance conditionnelle pour des accusations d'homicide involontaire. Le juge a commenté qu'il s'agissait, je cite, « d'une décision incroyablement difficile », mais il a choisi de condamner l'adolescente comme mineure parce qu'elle n'a pas manifesté de comportement adulte pendant le crime, selon les rapports psychologiques. En juin 2018, le juge provincial Rocky Pollock a condamné la suspecte la plus âgée, Chrissy Jacobs, à 3 ans et 4 mois de prison et à près de 2 ans de surveillance conditionnelle. C'est la peine maximale à laquelle ils étaient tenus, conformément aux lois du Canada. Une autre condition de la condamnation était que les filles n'avaient pas le droit de communiquer entre elles pendant l'exécution de leur peine. Après le décès tragique de Serena McKay, sa communauté s'est réunie pour honorer sa mémoire. Le 25 avril 2017, le lycée Sakin à Nasanabe a tenu une cérémonie de guérison pour ses élèves et son personnel. Des conseillers ont été sollicités pour apporter leur soutien durant cette période difficile. Le 27 avril 2017, une veillée a eu lieu sur le terrain de Powwow de Sakin. Elle a commencé par un cercle de chants et de tambours, un hommage poignant à Serena. D'autres veillées ont eu lieu dans les jours qui ont suivi. Les funérailles de Serena ont eu lieu à l'église Westford de Winnipeg le 1er mai 2017. Il a été enterré dans sa ville natale. Quelques semaines plus tard, le 23 juin 2017, le lycée Sakin à Nasanabe a organisé sa cérémonie de remise des diplômes. Une toge rouge et un diplôme marquèrent la place de Serena, rappel puissant de la brillante jeune femme qui était sur le point d'obtenir son diplôme. L'école a aussi honoré Serena en lui attribuant un diplôme posthume et en créant une bourse à son nom. Mises à jour. En août 2020, Chrissy Jacobs, la suspecte la plus âgée, a tenté d'éliminer les mauvaises influences de sa vie. Elle a mis fin à une relation toxique avec le père de son fils de 4 ans et a coupé les ponts avec une amie qui avait joué un rôle mineur dans les événements ayant conduit à la mort de McKay. Chrissy Jacobs a été transférée au centre correctionnel pour femmes, un établissement pour adultes à Headingley. Elle a participé à un programme continu offrant un soutien aux délinquantes autochtones, a obtenu son diplôme d'études secondaires en prison et a été saluée comme un modèle au centre de la jeunesse du Manitoba. Elle travaillait à la blanchisserie du centre correctionnel pour femmes. Sa demande de libération anticipée refusée l'a empêchée de retourner dans sa communauté des Premières Nations et de s'inscrire à l'université du Manitoba. Le juge Pollock a rejeté la demande dans une décision écrite le 26 août 2020, déclarant que la femme, je cite, « n'apprécie toujours pas la portée de ses conséquences ». Un rapport d'avancement d'un agent de probation indiquait que la femme se laissait encore facilement influencer par les autres, tandis qu'une évaluation d'un gardien du savoir traditionnel au centre correctionnel pour femmes affirmait que la femme, je cite, « a du mal à s'accepter elle-même » et qu'elle, je cite, « abandonnera ses propres valeurs pour être acceptée par les autres ». Dans un document manuscrit rédigé par la femme, intitulé, je cite, « L'histoire de ma vie », elle a écrit à propos de la nuit du meurtre. Quelques vers se sont transformés en un week-end entier de beuverie. Me réveiller un lundi et apprendre mon implication dans un meurtre fut un vrai choc. Je ne me souvenais pas vraiment du week-end, mais voir la vidéo qu'une amie m'a montrée a été brutal. Je me suis reculé et j'ai tout nié parce que je ne suis pas une personne violente. Le juge Pollock a considéré cela comme une preuve qu'elle ne comprend toujours pas la gravité de ses actes. Pollock a reconnu qu'il y avait eu des changements dans sa vie, mais, je cite, « ce ne sont pas des changements, à mon avis, qui sont pertinents par rapport à ce qui a conduit au meurtre au second degré ». Le juge Pollock a affirmé qu'elle purge la peine maximale pour mineurs pour avoir pris une vie.
On peut espérer qu'elle continue de travailler là-dessus. Conclusion. Cet auteur demeure sans voix face à l'incompréhension que, malgré le passage à tabac de Sérénité, son abandon dans le froid et la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, la peine maximale infligée n'ait été que de moins de 3 ans et demi de prison. En effet, cela paraît bien trop clément comparé à ce que beaucoup attendent de la justice dans leur pays. Mais tout cela dépend de la perspective et de l'opinion. J'attends donc votre avis, chers spectateurs. Que pensez-vous de la peine prononcée? Après tout, elle a suivi le système judiciaire canadien. Mais quand on pense aux personnes qui purgent des peines plus longues pour des crimes moindres, on peut ressentir un sentiment d'injustice irréversible. Découvrez mes autres contenus et cliquez sur j'aime et s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien.